Il n'a pas pris le périphérique pour nous rejoindre en studio. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadja. Merci d'être avec nous. Je n'avais pas pris le périphérique, vous êtes bien informé. Ça n'était pas nécessaire. Merci Alexis d'être avec nous cet après-midi en direct pour la chronique politique du Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ, actuellement en kiosque. Enfin, diront certains, Alexis, les quelques 19 000 cahiers de doléances écrits par les Français après la crise des Gilets jaunes et lors du grand débat peuvent être désormais consultés, et ce à partir d'aujourd'hui, dans des centres d'archives départementales ou nationales. Annonce du président de la République Emmanuel Macron. Alexis, rappelez-nous d'abord le contexte à la fois politique et social dans lequel ces pages ont été noircies. Alors, c'était au moment de la crise des Gilets jaunes. Il y a eu un temps de latence, vous vous en souvenez, devant la protestation populaire qui était quand même très importante. Ça a commencé il y a 6 ans. Voilà, ça a commencé fin 2018 sur les ronds-points et agglomérant des colères très différentes, de la France décrite par les géographes ou les sociologues comme la France périphérique, mais en fait ça allait bien au-delà. Il y a eu donc, j'allais dire, une réponse en 2 temps. Du pouvoir, l'Élysée tremblait sur ses bases. Vous vous souvenez bien, à un moment, fin décembre, début janvier, certains se disaient, le président pourra-t-il rester en place? On en était là. Et donc il y a une réponse en 2 temps. L'annonce du grand débat, je me souviens d'ailleurs que beaucoup d'éditorialistes dont nous n'étions pas prédisaient son échec total en disant ça ne sert à rien de faire du débat, de toute façon les Français veulent... Le président s'était montré très brillant. Voilà, et surtout les gens disaient ça ne sert à rien de faire du débat, les gens veulent qu'ils partent, la preuve qu'ils se sont trompés, le débat c'est toujours bien, voilà. Et puis après il y a eu effectivement ces cahiers de doléances, alors vous venez de le rappeler cher Steve, c'est 19 000 volumes, c'est énorme, 450 000 pages à peu près, qui sont aujourd'hui effectivement rendus publics. Alors c'est pas encore en ligne, ça sera en ligne en 2026 comme vous l'avez dit, mais en revanche chacun des citoyens qui souhaitent les consulter se rend à ces archives départementales, vous habitez la Moselle, vous allez en Moselle, etc. Et peut les consulter. Et donc, évidemment, c'est là où c'est intéressant, laissez-moi juste finir là-dessus, c'est qu'en fait, c'est une mise en application de préconisations philosophiques qui sont antérieures à la crise des Gilets jaunes, qui existaient dans le monde anglo-saxon notamment, dans le monde allemand d'ailleurs au départ, c'est Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand, qui parle de la démocratie délibérative. Délibérative, ça veut dire de débat, hein, justement fondé sur le débat, où la décision va être la résultante d'un vaste débat citoyen. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à pratiquer dans des petites cités, au niveau à l'échelon d'une commune, par exemple, de 20 000 habitants ou de 30 000 habitants, qu'à l'échelon d'une nation de 68 millions d'habitants. C'est une évidence. Mais justement, les philosophes qui ont théorisé cette démocratie délibérative, comme Joshua Cohen ou bien John Elster aux États-Unis, répondent à cela en disant que ça suppose plus de décentralisation. Donc vous voyez bien que la démocratie délibérative, c'est une des réponses possibles. Je ne dis pas que c'est la réponse absolue, mais c'est une des réponses possibles au sentiment fréquent dans les grandes démocraties contemporaines de dépossession démocratique contre un certain nombre de citoyens ou des citoyennes à tort ou à raison. Et c'est le message politique qu'envoie aujourd'hui Emmanuel Macron par cette annonce ? Alors je pense qu'effectivement cette annonce... Il entend les Français ? Alors voilà, je pense que cette annonce fait suite, si vous vous en souvenez, au discours de politique générale qui avait été tenu de manière informelle, en fait, si vous voulez, par François Bayrou, le jour de la grande polémique sur le jet, le Falcon, depuis la mairie de Pau. Et en fait, il avait dit... L'un des objectifs majeurs que nous devons poursuivre désormais, c'est de réconcilier la base et le sommet de la société française. Hein. Qu'il n'y ait plus le sentiment de gens qui habitent dans les territoires périphériques, la France périphérique, dans les territoires ultramarins, d'être délaissés par la République. Donc vous voyez bien que c'est connecté à cette problématique de la démocratie délibérative. Et donc, mais pourquoi vous avez raison. 6 ans ? Pourquoi 6 ans d'attente ? Alors ça, je ne saurais vous répondre. Je pense que simplement, si vous voulez, l'exécutif, entre-temps, a voulu regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a d'abord une dénonciation, ça on le sait, hein, des chercheurs ont travaillé déjà sur le sujet. Il y a une dénonciation récurrente par beaucoup de ces Françaises et ces Français qui ont noirci les 450 000 pages de la cherté de la vie. Autrement dit, de la problématique, la question du pouvoir d'achat, chère à beaucoup de Français, du pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier point. Il y a ensuite la dénonciation d'un éloignement des politiques publiques par rapport aux citoyens qu'elles concernent. Ça, notamment, Alexis, l'accessibilité des services publics, qui revient beaucoup. Voilà, c'est ce que nous commentons, si vous voulez, là, avec ce concept de démocratie délibérative, c'est qu'effectivement, l'exigence qui se fait jour aujourd'hui, qui émerge dans la société française, c'est plus de proximité dans l'exercice de la démocratie, mais aussi dans les accès aux différents services publics. Et puis, si vous élargissez la focale, je pense que vous allez trouver, je ne les ai pas consultés à titre personnel, donc je suis prudent, mais je sais que certains qui l'ont fait le disent, vous allez trouver
un désir récurrent de ces Françaises, de ces Français qui ont répondu à ces enquêtes en 2019, d'être plus impliqués dans la construction des décisions. Alors là aussi, tous ces philosophes que je vous ai cités, Cohen ou Elster dans le monde anglo-saxon, ils savent très bien que c'est plus facile de le faire à l'échelon d'une commune de 20 000 habitants. Vous voyez, vous êtes dans votre commune de banlieue, vous faites des réunions citoyennes, c'est plus facile que de le faire au niveau d'une nation. Mais justement, c'est peut-être, si on élargit, si vous voulez, le pivotement, puisque vous me posez une question sur Macron, vous avez raison, pourquoi il le fait maintenant? Peut-être souhaite-t-il, au-delà de la communication, il n'y a pas que de la communication dans la politique, peut-être souhaite-t-il envoyer le message que justement, une démocratie mature, dans le cadre de la 5e, il ne s'agit pas de remettre en cause la 5e, une démocratie mature, c'est une démocratie qui va davantage impliquer ses citoyens, tous ses citoyens, dans tous les territoires, de la périphérie rurale, mais aussi des banlieues, à la construction de la décision collective. Je crois qu'il y a un peu plus de girondisme. Voilà, je crois qu'il y a cette intention, pour employer un terme que j'aime beaucoup employer dans ces chroniques, métapolitique, derrière la publication des cahiers de doléances, c'est de dire, voilà, on va passer maintenant progressivement à une phase de la démocratie en quelque sorte plus mature, sur le modèle d'ailleurs anglo-saxon, où on essaye de plus en plus d'impliquer les citoyens des grandes nations développées à la construction de la décision, à ce qu'on appelle le decision making. Emmanuel Macron évoque, pour terminer Alexis sur ce point, un matériau historique et démocratique précieux. Est-ce qu'il faut pour autant ranger ces revendications dans la catégorie des choses passées de l'histoire qu'on viendrait ausculter 6 ans plus tard? Il y a 2 façons de le voir. Si on est sur un procès élitiste, il existe des gens qui disent « ouais, mais c'est des populistes, ils ont griffonné du papier, c'est tous des populistes ». Alors évidemment, on va dire, on tourne la page, on les publie, mais enfin on s'en fiche, on s'assied dessus, on n'en fait rien. Si on est plus un républicain égalitaire, de gauche ou de droite, peu importe, plus sensible à l'égalité entre les territoires, on va dire non, là on a une mine qui n'est pas simplement du passé, le récit d'une crise française de la fin de l'année 2018, mais de l'avenir, c'est-à-dire quelque chose qui nous regarde et qui va guider, qui va éclairer la décision publique. Je crois. Alors parce que ces revendications ne se sont pas éteintes depuis. Mais évidemment, elles sont sous-jacentes, vous voyez bien. Et donc je pense qu'effectivement, dans l'intention de François Bayrou, mais aussi d'Emmanuel Macron. Sur ce plan-là, ils sont parfaitement raccords. La ministre de la Culture qui a fait son annonce. Tout le monde est sur cette idée qu'il y a là un trésor, un gisement, si vous voulez, d'informations, de data, comme on dit aujourd'hui, mais qui nous renseigne aussi sur les attentes profondes de l'opinion française. Et que si on est un vrai républicain, on ne peut pas mépriser des millions de Français, quel que soit leur vote, quelle que soit leur sensibilité philosophique ou religieuse, c'est pas le problème. On ne peut pas les mépriser, il faut les prendre en compte. Je crois donc que la publication de ces cahiers, 19 000 cahiers, vous l'avez rappelé, cher Steve, va dans le sens d'une démocratie plus horizontale. Vous disiez girondine, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est pas incompatible avec le jacobinisme de la décision, mais associer davantage des citoyens dans tous les territoires à la construction des décisions. Alexis, pour terminer en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, Emmanuel Macron, auquel s'intéresse beaucoup ces jours-ci la presse conservatrice italienne, notre président manœuvrerait en effet pour choisir le futur pape. On évoque notamment le nom de Jean-Marc Avril, l'archevêque de Marseille, qui est candidat possible à la succession du pape souverain. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, Alexis, on peut en dire d'abord, c'est l'adage populaire, on ne prête qu'aux riches. Vous voyez, c'est-à-dire si on fait dans le conservatisme catholique italien autour de Giorgia Meloni, si on soupçonne le président de la République française d'avoir son candidat, son cheval et de vouloir le faire élire par la curie romaine, c'est parce qu'on pense que Macron a retrouvé du pouvoir en Europe. Ce qui, comme on l'a souvent dit, n'est pas totalement faux dans le contexte actuel avec Zelensky, etc. Mais au-delà de cela, moi je n'ai pas d'informations de première main. On parle aussi de l'archevêque de Bologne qui aurait un agenda politique proche de celui de l'ancien pape et donc assez éloigné de celui de Giorgia Meloni, notamment sur la question des migrants. Bon, alors voilà, vous avez raison, mais je crois que l'archevêque de Marseille est plus centriste, enfin il est moins entre guillemets gauchiste. Est-ce que, là je vous livre, c'est l'hypothèse, et ça se dit en Italie, vous avez raison. Est-ce que le président de la République est activement dans la coulisse, dans les caves ou dans les couloirs du Vatican pour pousser cet homme à devenir le pape? Je n'en sais rien, mais c'est sûr. Alors, disons-le clairement comme ça, s'il réussissait, on ne sait jamais, c'est une victoire pour la France. Pourquoi? Parce que avoir un pape
que vous le vouliez ou non, c'est avoir un représentant politique qui sera plus connecté avec la France que ne pouvaient l'être des hommes très estimables comme Ratzinger, un pape allemand, ou Bergoglio, François, qui était un pape argentin. C'est une évidence. L'Italie espère avoir cette fois un pape italien, le premier depuis 50 ans. Et donc on peut penser, moi j'ai pas d'informations particulières, oui, je ne suis pas un papologue, mais on peut penser qu'il y a un match franco-italien sur cette affaire-là. Pas seulement dans le domaine du foot, mais dans le domaine de la nomination des papes. C'est possible, c'est possible. Et alors, je ne peux pas, je me garderai ici de toute prédiction à l'entrée proche du Shabbat avec vous, mais peut-être, on ne sait pas, peut-être que la France tient la corde. On va envoyer une expression sportive un peu vulgaire et décalée par rapport au Vatican. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Vous pourrez écouter cette chronique sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube. À lundi, bon week-end. À vous aussi.